Média Débat. L'insécurité alimentaire menace le Sahel. Selon des chiffres du Programme alimentaire mondial, plus de 12 millions de personnes étaient menacées par la faim dans les pays du Sahel en 2022. La région est confrontée simultanément à des crises alimentaires, sécuritaires, économiques et sanitaires. Comment garantir la sécurité alimentaire dans les pays du Sahel ? En particulier au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Quelles solutions surtout pour les populations locales? Studio Tamani, Studio Kalangu et Studio Yafa posent le débat dans la ville de Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Je ne suis pas seul à la présentation de ce débat. Avec moi sur ce plateau, ma consoeur Nafissatou Adamou Sirfo de Studio Kalangu au Niger. Bonjour Nafissa. Bonjour Martin, bonjour à tous. Qui sont nos invités pour ce débat? Alors pour ce débat, Martin, nous recevons 4 invités. Il s'agit de Gérard Sanou, il est producteur agricole de la région des Hauts-Bassins. Adama Ouedraogo, responsable chargé de plaidoyer au niveau du réseau des organisations paysannes du Burkina Faso. Ada Edwige Sawadogo, elle est présidente de l'association des jeunes filles battantes. Elle représente les femmes sur ce plateau. Enfin, Issa Seydou Ali, formateur à l'association des chefs cuisiniers de la ville de Bobo-Dioulasso. Il réagira en tant que consommateur. 4 invités donc pour ce débat. Et dans le public, nous avons Mariam Koulibaly. Bonjour Mariam. Bonjour cher public. Je ne vous sens pas trop là. On peut s'applaudir s'il vous plaît. Merci. Ni ɲiniŋali bɛ mɔgɔ min bolo ka tɛngun an baroɲɔgɔn ninnu na nin ye o wagati ye. Ɲiniŋali bɛ jɔn bolo aw la. Ɲiniŋali bɛ kɛ tubabukan na cogo min na a bɛ kɛ bamanankan na o cogo la. Nka ni kuma dira mɔgɔ min ma u bɛ hakɛ to k'a yɛrɛ présenter a bɛ kulu min kɔnɔ ka se ka o ɲɛfɔ walasa faamuyali ka sɔrɔ a ka ɲiniŋaliw la. Ok. Ne b'a ye tɔgɔ. Ne tɔgɔ ko Sise Minata. Ne ye président ka bɔ coalition patriote des femmes. Maintenant ne ka ɲininkali bɛ min kan parce que tuma caman an b'a ye n'o y'a yira k'a fɔ ko fɛn sɔngɔ jigira ale tɛ kɛ joona mais n'o y'a yira k'a fɔ ko fɛn sɔngɔ yɛrɛla ale bɛ kɛ joona mais sɛnɛkɛlaw n'o ye wa ou bien gouvernement n'o ye ne fɛ k'ale ɲininkali se an balimaw ma. Ok, Anche. Sinon ne tɔgɔ ko Sano Sanata. Ne ye Union régionale des jeunes professionnels agricoles de Haut-Bassin a présidente ye. Bon, un membre de ROPSARA, réseau des organisations paysannes du Faso. Un membre de Aurora. Bon, ne tu me fais min foi en mariculture côté. Oui, à faut que a privé toi hier Laurent. Bon, un ya sans demander qu'on bana lobi en sigana nande nkura. Il reste que nande série bana ba soroi. Na ma soroi ni a turu bana ba soroi. Engrais sont geleani. Fana bara. Wolo bɛ se ka kɛ fɛn bi ta yɛlɛ lɔgɔra n'o tɛ salon filɛ an ka samiya tomati nin a laban nin ale ma ɲɛ mais samiya banni kɔfɛ contre saison na an ka tomati ɲɛna tomati segi yɛrɛ feerela 600 lɔgɔra hali a ti san mais o kɔfɛ a nana kɛ gɛlɛya wɛrɛ an nana to ka tomati feere 2000 ni kɔ tuguni i y'a ye a tɛ se ka faamuya donc ko nin bɛɛ ne bɛ se k'a fɔ an b'a bila bana ani a ye ja min fɔ nin. Amsera blauka. Donc faut une solution sur le banane côté lura. Olo kumne fera affaire. Alors bonjour à tous. Bonjour. Moi c'est Ouedraogo Jean. Je suis le SP de l'Union régionale des jeunes professionnels agricoles des Hauts-Bassins. Ils sont également membres du ROPSA. Il faut dire que le problème de l'agriculture se situe au niveau, le problème de la sécurité alimentaire plutôt se situe au niveau des problèmes fondamentaux de l'agriculture burkinabé. Nous sommes toujours dans le conjoncturel, c'est-à-dire quand il y a un problème, on résout, on attend d'avoir un autre problème, on résout, ainsi de suite. Il faut passer au structurel. C'est-à-dire que le changement climatique est là depuis longtemps. Les gens ont remarqué
et on attend les projets pour agir. Quand le projet finit, on met à l'eau ce que nous avons fait. On attend encore. Et au niveau du changement climatique, il y a des maladies qu'on ne sait pas qui sont de nos jours visibles, telles que les jacides. Hein? Vous allez voir encore l'autre problématique qui est la sécheresse. Vous allez voir encore l'autre problème qui est la structuration, l'organisation même au niveau des organisations de producteurs là. Les gens même ne sont pas pour que les paysans puissent bien s'organiser parce qu'ils n'auront pas à manger. Je vais clienter, c'est-à-dire que je vais un peu faire un clin d'œil aux gouvernants. Si les producteurs sont bien organisés, ils sont bien structurés, les gens savent, avant de produire, il faut faire un compte d'exploitation avant de commencer. Si les gens ont pu faire ça là, vous n'allez pas acheter le maïs là à 25 000. Hein. Au prix actuel, là, vous allez acheter le maïs là à 35 000. Je vous assure que si les producteurs arrivent à bien s'organiser, vous n'allez pas vous limiter à là. Donc il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités premièrement pour avoir une politique claire et que les organisations paysannes prennent leurs responsabilités, avoir des pratiques résilientes au changement climatique qui vont les pousser à abandonner tout ce qui est chimique et aller à ce qu'ils faisaient comme avant comme pratique qui va les favoriser. Voilà, merci. Merci Mariam pour ces paroles, cette parole, ces commentaires et ces questions au niveau du public. Minata Sissé qui indexe les producteurs. Pourquoi Gérard et éventuellement Monsieur Ouedraogo, pourquoi lorsque il y a une augmentation, elle est appliquée immédiatement et lorsque il y a une baisse des prix des produits, ce n'est pas immédiat. Est-ce que l'un d'entre vous, au niveau de l'organisation ou de Gérard, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Nous-mêmes, nous vivons cette situation et on se pose la même question. Au début de l'émission, je disais qu'en 2019, à côté, nous avons acheté un sac d'engrais à 14 500. Si c'était trop, on l'achetait à 17 500. Mais nous sommes en seulement 2023 et nous l'achetons entre 30 000 et 36 000 francs. Le jour que ça baisse à 27 500, 2 jours après, ça monte encore. Donc, c'est une situation, je pense qu'il faut des agroéconomistes pour expliquer les notions d'inflation. Mais pour ce que nous savons, terre à terre, c'est que en fonction de la provenance des produits, les intermédiaires vont toujours parler du transport. Et là, je vais vous surprendre en vous disant, bon, les femmes le savent déjà, que c'est le producteur qui paye le transport. Hein. Ça veut dire que tu produis, mais tu payes l'intermédiaire pour qu'ils viennent acheter ta production dans ton champ. C'est cette situation que nous vivons. Est-ce que si ce n'est pas en agriculture, vous voyez ça ailleurs? Mais c'est ce qui se passe. Donc, c'est nous-mêmes, on paye le transport. Mais quand le produit va arriver sur le marché, il nous est très difficile d'expliquer ce qui se passe sur le marché parce que nous faisons des ventes bord champ. Le marché là, le cultivateur n'est plus sur le marché. C'est l'intermédiaire et les commerçants qui sont sur le marché. Et c'est de là que l'inflation se manifeste. Donc, vous voyez, le souci se trouve au niveau des intermédiaires, vous estimez? Voilà. D'accord, comme Mme Sanata Sanon l'a dit. Voilà. Il y a le ROPSA qui veut réagir également. Allez-y, monsieur. Okay. Moi, c'est Ouedraogo Marcel, de l'Union régionale des jeunes professionnels agricoles, membre de ROPSA. À ce niveau, c'est ce qu'on appelle bon prix. Le producteur veut vendre à un bon prix et l'acheteur veut acheter à un bon prix. Le bon prix, là, c'est quoi? Et le producteur, ils ont parlé de compte d'exploitation. Si le producteur fait son compte d'exploitation, quelqu'un qui va investir plus de 250 000 francs sur un seul hectare et qui récolte 15 sacs, il peut vendre le sac à combien pour rentrer en possession de son investissement? Ce n'est pas possible. Mais, bon, il est obligé de s'adapter au prix du marché. Ça veut dire que la demande non seulement est forte, lui-même qui va enlever, vendre, va encore racheter plus tard
ce qu'il a vendu sur le marché. Donc, ce n'est pas de gaieté que le producteur vend à ce prix. Voilà. C'est pas de gaieté, peut-être une question, c'est pas de gaieté que le producteur vend à ce prix. Vend à ce prix. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il s'adapte, il s'allie au prix du marché. Oui. Et le prix du marché aussi, lui, il vend aux petits collecteurs. Parce que la chaîne là est très longue. Et chacun veut quelque chose. Il y a le petit collecteur qui, de un sac, quelques boîtes, et qui va vendre à un autre collecteur, lui qui peut prendre un sac. Et ce dernier va vendre à un autre collecteur qui peut prendre 10 sacs. Et ce dernier va vendre à un autre collecteur qui peut prendre 100 sacs. Et c'est ainsi de suite. Et chacun veut quelque chose. Alors, c'est bien noté. Le public va donc noter vos explications. Vous allez voir dans les marchés, vous allez voir les pourritures des légumes. Parce que c'est des gens, ils vont vendre petit, même si ça va rester, ils vont aller jeter dans les poubelles. Donc, parfois aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut qu'on regarde tout ça. Sinon, parfois, ce n'est pas simple. Alors, la question de Mme Minata Sissé n'a toujours pas été répondue. Gérard a tenté, mais... d'accord, allez-y. Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a une augmentation, c'est immédiat? Lorsqu'il y a une baisse, ce n'est pas immédiat? Ok, je vais vous apprendre aussi qu'il y a des produits dont le prix est décidé depuis l'extérieur. Je prends un exemple terre à terre sur la pâte fermentée de manioc pour les femmes qui sont dans la Tchéquie. Il y a la pâte fermentée au Burkina Faso. Les femmes font ça. On fait ça en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens ont le prix du Burkina. Donc, elles décident du prix du Burkina. Ça veut dire qu'à un moment donné, elles savent qu'au Burkina, on conditionne dans des sacs de 100 kilos. Elles vont faire des sacs de 120 kilos. Et quand elles font des sacs de 120 kilos, supposons que toi, ton sac de 100 kilos, tu le vends à 19 500 au Burkina. Elle va donner son sac de 120 kilos à 19 500 à la femme, ici, à la commerçante au Burkina. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va laisser pour toi, là, prendre pour elle, parce que pour elle, c'est 120 kilos, ce n'est pas 100 kilos. Donc, le prix, là, c'est elle, le jour qu'elle va décider, ou le jour qu'en Côte d'Ivoire, on va décider qu'il y a une certaine quantité qui ne doit plus sortir du pays, sensiblement que les prix aussi vont se réajuster à notre niveau. Et vous prenez beaucoup de productions, l'oignon, il y en a trop, où les prix se font de cette manière. Ce n'est même pas nous ici. Quelqu'un a parlé du gouvernement, on a beaucoup parlé du gouvernement, mais vous allez voir que dans d'autres pays, il y a des redevances, il y a des taxes qu'on met pour pouvoir réguler et corriger cette injustice, vous voyez. Alors, c'est bien noté, on va passer à une autre question, si vous permettez, monsieur. Madame Boli, qui s'est demandé, est-ce que les instances de contrôle des prix sont efficaces au niveau du Burkina Faso? Monsieur Issa Seydou Ali, vous qui êtes au niveau d'une organisation de cuisiniers, on sait qu'il y a des instances, bien sûr, de contrôle des prix. Est-ce que souvent vous recevez ces instances-là dans le contrôle des prix de vos produits, etc.? Oui, le contrôle des prix se situe à quel niveau juste? Sur le marché ou... Sur le marché, je suppose que elle parle du marché. Oui, si c'est sur le marché, je pouvais dire qu'il y a des efforts qui sont faits, mais c'est insuffisant. Insuffisant, pourquoi? Parce que même deux boutiques qui côte à côte, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes prix. Pour une pâte de tomate concentrée, vous allez trouver que c'est des prix différents. Pourtant, ils sont côte à côte. Qu'est-ce qui explique ça? Si ce contrôle était rigoureux, je pense qu'il n'aura pas ça. Vous estimez donc que ces instances ne font pas aussi suffisamment leur travail? Oui, c'est insuffisant. C'est aussi votre avis, M. Ouedraogo? Oui, bien sûr. Puisque normalement, les prix doivent être fixés. Et même quand tu arrives, tu vois les prix. Normalement, ça doit être comme ça. On ne doit même pas demander ça coûte combien. Ça coûte combien? Puisque si tu dis ça coûte combien, il va dire son prix. Tu seras obligé de prendre. Je rappelle que des instances existent bel et bien de contrôle des prix. Malheureusement, on n'a pas de représentants du gouvernement ou des autorités pour répondre à ces questions. Mais nos invités ont tenté, comme ils peuvent, de répondre donc aux questions. Mariam Koulibaly, on va encore repasser la parole au public. Pour cette deuxième phase, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions ou apporter des contributions aux propos déjà tenus par nos invités? Moi, c'est Madame Zongou.
de l'association des femmes battantes. Le boutiquier a vu que, voilà, peut-être d'ici là, il y aura toujours de l'augmentation. Il va prendre au moins 20 tonnes ou bien 10 tonnes. Et puis, voilà, du coup, on dit c'est baissé. Il ne peut pas vendre, voilà, il peut pas vendre ça comme si, voilà, il avait pris ça aujourd'hui ou hier. Donc, c'est un peu ça. Merci bien pour cette explication. La question aussi de Minata Sissé. Je suis Kabore Safietou, membre de l'Union régionale des jeunes professionnels de Bobo, membre de ROPSA. Et là, ce n'est pas une question. Moi, je vais un peu appuyer sur le plan compostage, comme M. Sanou Gérard l'a dit. Voilà, parce que mon confrère parlait tantôt du retard au niveau de l'acquisition des engrais et autres. Maintenant, bon, moi, je dirais, comment faire vraiment pour amener les producteurs à aller vraiment vers d'autres horizons? Pourquoi pas le compostage? Parce que c'est quelque chose qui est tellement réticent quand tu remarques dans certaines zones, quand tu parles de compostage à un producteur, par exemple, il n'est pas vraiment, comment on appelle ça, il n'est pas prêt parce qu'il est tellement habitué au NPK, donc il ne pense pas vraiment que le compost peut vraiment lui apporter plein de choses. Maintenant, là, je vais poser la question, comment faire vraiment pour mettre les producteurs en confiance avec ces composts vraiment, qui sont d'ailleurs très nutritifs pour nos sols. Merci. Merci pour votre question. Ne tɔgɔ le Watara Sita, association sababu ɲuman. Ne y'a ye ko o b'a fɔ ko fɛnw bɛ toli lɔgɔra fɛnw bɛ ne bɛ fɛ n'an tun bɛ se ka segin an ka kɔrɔlen kow ra. Engrais ko ni tun tɛ yen tuma min na ni an ka farafin nɔgɔ ni tun bɛ yen i bɛ fɛn san ka n'a bila a tɛ toli a bɛ fɔnsɔn le a bɛ o sɔn tomati la a bɛ to ka wuli ka taa i bɛ to ka woloma dɔɔni dɔɔni ka to k'i ka tobili kɛ n'a ye a tɛ toli. Mais bi ni na ni tomati i bɛ taa se lɔgɔ la tomati ji bɛ woyora ten a bɛ na ni ben le ye n'o tɛ bɛ se ka sɔkɔ farafin nɔgɔ nin kan ka to k'ale fɛngɛ mɔgɔ ma fɔ ko engrais to ye pepewu dɛ mais farafin nɔgɔ nin ale fanga b'ale la an ka bɔ yɛrɛ b'ale le la fo ka tɛmɛ. Ne ye madame Warma Christine, collectif Femmes et Solidarité n b'o fɛngɛ le kɔnɔ ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ min na producteur fɛ. Ni engrais utilisera foro la siɲɛ kelen pourquoi n'a utilisera siɲɛ kelen ni est-ce que o ka ɲi ka répéter tugun wa? Parce que n'a utilisera siɲɛ kelen a ka ɲi ka foro fertiliser ka ɲɛ et puis o bɛ continuer n'a ye. Wala fɛngɛ ni engrais ni nɔgɔ ni nɔgɔ caman tɛ kɛ dumuni na. Et puis maraîchers nous tomani fana minnu bɛ produit fiyɛ légumes ninnu ra est-ce que o b'a contrôler ka ɲɛ o b'a contrôler wa ou bien o b'a fiyɛ o kun fɛ n'i y'a ye bana ca n ka jira ko an kɔni tɛ fɛngɛ mais n b'a fɔ est-ce que o b'a contrôler ka mesurer a ka ɲi ka hakɛ min fɛngɛ ka arroser. Parce que n'i ma fɛngɛ ten o y'a kɛ kun fɛ dɛ wolo bɛ na ni tiɲɛni ye an bɛ tomati nu su ninnu bɛɛ dun a bɛ kɔnɔna joli bila an na a bɛ joli bila kɔnɔna joli bila an bɛɛ fɛngɛ la mɔgɔ bɛɛ kɛra banabaatɔ ye dumuni fan na donc o ka essayer ka produit ninnu diminuer dɔɔnin quoi a kana fɛngɛ. Merci bien. On prend encore prendre 2 personnes. Ok. Et on passe mes amis étudiants, faites un effort. Vous ne partez pas au marché ou bien c'est le produit fini qui vient vers vous? Moi, c'est Ouedraogo Ali, membre de l'Union régionale des jeunes entrepreneurs agricoles. Ils ont parlé des cultures de contre-saison ici, mais ils n'ont pas montré clairement comment faire. Selon moi, ils doivent s'accentuer sur les retenues d'eau, creuser des barrages pour permettre aux gens de produire. Merci pour votre question. Une dernière personne. Moi, c'est Madame Tambourane Compaoré Annie. Je suis membre de l'association des jeunes filles battantes. Voilà, je voulais appuyer un peu l'intervention de la sœur en disant que vu la situation sécuritaire aujourd'hui au pays, face aux nombreux déplacés internes
qui ont laissé leur terre et qui se sont retrouvés dans des sites, est-ce qu'on ne peut pas pratiquer la culture hors sol, ce qui va nous amener aussi à joindre le compost afin de booster un peu la production? Parce que la culture hors sol aussi, c'est un domaine aussi qui est beaucoup rentable, puisque généralement les terres même ne sont plus fertiles comme avant. C'était ma contribution. Merci. Merci beaucoup aux personnes qui ont pris la parole pour poser des questions et apporter bien sûr leurs contributions et les commentaires. On va répondre par la fin. Tamboura Annie qui se demande est-ce que la culture hors sol peut être une solution justement pour juguler cette question de sécurité alimentaire? Monsieur Ouedraogo. Je sais que même l'année dernière et cette année, beaucoup de déplacés internes ont été appuyés par certaines ONG pour faire cette production. Mais déjà, il faut qu'il y ait un peu d'eau aussi sur le site. Donc, sinon, en tout cas, c'est une innovation qui est là. C'est une solution. C'est une solution. C'est une solution qui est là, qui peut aider beaucoup les déplacés internes. Mais est-ce que c'est une solution qui peut apporter de la sécurité alimentaire à tout le monde, tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Nigériens? Mais bien sûr. Puisque s'ils produisent, ça dit que ce qu'on devrait les apporter, ça va diminuer. Et aussi, avec la vente de ces produits aussi, ils peuvent subvenir à leurs besoins. Monsieur Seydou Ali, on a parlé de la transformation ici. Une question a été posée justement sur cela. Vous êtes un peu dans la transformation, dans le commerce, la cuisine, etc. Et comment est-ce que cette question de transformation peut justement aider dans cette question de sécurité alimentaire? Oui, parce qu'on a parlé ici de produits qui pourrissent parfois dans les champs, au marché, etc. Oui, à ce sujet, je pouvais dire que ce volet est bien. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord, dans un premier temps, la formation. Transformer un produit qui puisse quand même résister à long terme, il faut une formation dont nous faisons partie aussi de la structure de formation. Quelqu'un qui va transformer un produit, qui va quand même prendre un long moment pour le consommer, il faut qu'il ait les notions de cela d'abord, d'où est venue la formation. Aujourd'hui, moi je suis arrivé ici quand même en 98. En 98 à Bobo, quand on va au 21 au marché des fruits, mais à un moment donné, on dit que on appelait, le Djoula appelait un nom là, quand la période des mangues arrive, on dit Fatozame. Fatozame, c'est quoi? C'est au moment de mangue. Le fou, il va manger jusqu'à fatiguer et puis il va jeter. Voilà. Donc, en ce moment, s'il y avait une formation pour cela, je pense qu'on ne veut pas jeter ces mangues. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fait. Hein. Il y a des efforts qui sont faits. Dans le domaine de la transformation. Dans le domaine de la transformation. Par exemple, les mangues séchées. En ce moment que je disais, il n'y avait pas les mangues séchées. Les tomates séchées aujourd'hui, on a des tomates séchées, mais c'est dû à quoi? À la formation. Il faut d'abord la formation. Et moi, je salue déjà le gouvernement pour ça, hein, parce qu'il est en train de mettre l'accent sur la formation. Quoi qu'on dise, dès qu'on est bien formé, outillé pour transformer nos produits, on n'a plus besoin de les jeter. On ne les jette plus, mais tout ce qu'on veut jeter, on transforme et on conserve pour la consommation. Je pense que c'est une bonne initiative. Alors, Ada, c'est une solution aussi, la transformation pour vous? Une solution, mais je dirais que la transformation est bien, mais les règles d'hygiène également sont importantes, puisqu'il ne suffit pas de faire la transformation, mais appliquer véritablement les règles d'hygiène afin que les produits transformés puissent vraiment atteindre le temps voulu par la cliente ou les consommateurs que nous sommes. Alors, les producteurs à présent, quand on parle de la question de la transformation, est-ce que cela vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle, Gérard? Bien sûr. Ça vous parle, c'est une solution qu'on pourrait envisager? Bien sûr, c'est une solution. Le jour que on va mettre sérieusement l'accent sur la transformation industrielle de nos produits, vous allez voir beaucoup d'agriculteurs millionnaires. Parce que c'est quand votre produit est fortement demandé que vous pouvez vous faire de l'argent. Il y a des industries agroalimentaires au Burkina Faso, mais qui
continue d'importer des produits agricoles comme matière première pour fonctionner. Et ça, quand nous on voit, ça nous fait mal au cœur. Parce que cette transformation-là, c'est ce que nous voulons. Ces industries, c'est ce que nous voulons. Mais qu'on prenne nos produits. Voilà. Donc, nous ne pouvons qu'encourager ça. Parce que c'est lorsqu'il y a de la valeur ajoutée sur le produit que nous aussi, on se fait du bénéfice. Ok, merci bien. Et je pense que c'est par manque de la transformation qu'on souffre aujourd'hui. Et d'ailleurs, je salue les actions du gouvernement à travers l'actionnariat populaire pour la mise en place de l'usine de tomates. Parce que le produit est périssable. Cette usine a été, la construction a été lancée récemment ici à Bobo-Dioulasso. Exactement, exactement. Allez-y. C'est pour cela que je salue. Si aujourd'hui, on arrive à transformer la tomate, ça veut dire que même le contrôle des prix, là, qu'on parle, on va la maîtriser. Parce qu'on sait déjà quand on produit la tomate, on sait là où on va le vendre. Donc déjà, il y aura moins d'intermédiaires et on saura le prix. Et quand tu connais le prix, tu peux mieux produire. Donc, je pense que c'est la transformation qui doit tirer même la production pour une souveraineté alimentaire. Alors, Madame Safietou, qui a posé la question, je pense que c'est aux producteurs, pourquoi est-ce que les producteurs à travers le pays ne partent pas vers le compostage, qui est l'une des solutions selon elle? Vous allez répondre ou Gérard? D'accord, Gérard, allez-y. Je vais aller, mais très clairement, les producteurs ne sont pas responsables de cette situation. C'est une question d'orientation politique. Il n'y a pas un seul cultivateur au Burkina qui peut se lever, quitter le Burkina, aller acheter l'engrais envoyé ici. Il n'y en a pas. Ça vient nous trouver sur le marché. Regardez même la politique d'accompagnement de l'État. Qu'est-ce qui est mis au centre? C'est l'engrais. C'est l'engrais qui est distribué. Non, en fait, j'en venais. Je parle d'orientation politique. Le jour qu'un ministre de l'Agriculture va sortir dire que le Burkina Faso a opté pour la fertilisation organique, qui est donc le compost, vous allez voir que tous les agriculteurs vont s'aligner parce que c'est là-bas que l'État va orienter ses moyens. Mais actuellement, l'État a opté pour la fertilisation minérale, qui est l'engrais. Voici pourquoi quand l'Ukraine et la Russie sont en guerre, nous on subit ici. Mais ça, ce n'est pas une orientation décidée par les organisations paysannes. Sinon, pour la récupération de nos sols même, c'est le compostage qu'il faut. Donc, si on était suffisamment fort, on allait partir taper du poing sur la table à l'Assemblée nationale, on allait siéger là-bas pour qu'on revoie certaines choses. Mais malheureusement, nous n'avons pas ce pouvoir-là d'abord. Sinon, nous-mêmes, là, au fond, là, nous savons que c'est la fertilisation organique qu'il nous faut. C'est une solution. C'est ça la solution. D'accord, c'est noté. On va passer la parole à monsieur de l'organisation ROPSA. Allez-y. Ok. À ce niveau, il y a un maillon qu'on oublie, ou du moins une organisation qu'on oublie, c'est les OP, les organisations paysannes, qui peuvent prendre aussi leurs responsabilités parce que c'est eux d'abord. Ils se sont organisés non seulement pour produire et vendre. Et on voit que la production céréalière ne peut pas être, en tout cas, promise sans la fumure organique. Et la fumure organique, beaucoup l'ont essayé et ils ont des résultats qu'ils peuvent même nous proposer ici. Voilà. Même Adama qui est assis, il peut même témoigner qu'il a une expérience qu'il peut partager même avec l'assistance ici. Mais maintenant, c'est à nous de nous battre pour que si l'État ne tend pas sa main, c'est à nous de tendre notre main. Voilà. Merci bien. Oui, M. Ouedraogo, rapidement. Bon, c'est pour dire que tout ça, il faut qu'on prenne en main. Prendre en main, ça veut dire, si les politiques décident que c'est nous-mêmes qui doivent travailler pour notre pays, pour la souveraineté alimentaire, on inscrit ça dans la politique. Aujourd'hui, on dit ministère de l'Agriculture, des Ressources animales. Mais
Pourquoi ne pas dire ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et de la souveraineté alimentaire? Et là, c'est notre responsabilité, c'est le pays, c'est nous. Là, c'est juste une question de nomination, en fait. Non, ce n'est pas nomination. Oui. Et si c'est inscrit dans les politiques, dans les stratégies du développement rural, je pense que c'est quelque chose qui va être continué. Sinon, cette année, mais le peu qu'ils ont fait, même l'engrais minéral, ils ont ajouté du fumier pour la distribution des intrants. Donc ça commence un peu. Mais il faut que ça soit ancré même dans la politique pour qu'on prenne en main. C'est nous. Si on va attendre que les Ukrainiens finissent leur guerre, produisent l'engrais ou venir nous livrer ici, mais on a le temps de mourir. Alors que c'est nous-mêmes. Justement, M. Sanou Idrissa a posé la question sur les intrants. Il estime que ça tarde. La disponibilité des intrants n'est pas du tout facile parce que ça n'arrive pas très souvent assez tôt dans les champs. Vous qui êtes d'une organisation paysanne, j'imagine que vous avez une réponse pour lui. Pourquoi est-ce que ça tarde? Bon, en tout cas, on a toujours discuté avec l'État pour que, au moins, s'ils veulent subventionner l'engrais, qu'ils achètent l'engrais à l'année -1. Bon, mais ils ont toujours dit que c'est des questions budgétaires. Mais je pense que c'est une responsabilité. Si aujourd'hui, nous-mêmes, on est confiants qu'on va gagner la guerre, c'est parce qu'on a pris la responsabilité de lutter contre le terrorisme. Donc, au niveau de l'agriculture aussi, c'est la même chose. Si aujourd'hui, si nous voyons que l'agriculture est très importante, qu'on donne priorité à l'agriculture, qu'on donne des budgets conséquents à l'agriculture, d'ici 5-10 ans, on ne va plus parler de souveraineté alimentaire. Et quand on mange bien, ça dit que tous les mots qu'on a, mais vous allez voir que ça va diminuer, la paix va revenir, la cohésion sociale, ça va revenir. Mais quelqu'un qui n'a pas mangé est aigri. Est-ce que vous estimez que la priorité n'est pas donnée à l'agriculture dans le Burkina Faso et au-delà même au Mali, au Niger, dans les pays du Sahel? En tout cas, quand je regarde, ça dit que les budgets ne sont pas conséquents. Même si la priorité, c'est très minime. C'est très minime. Donc, moi, je dirais que après la guerre, il faut que ça soit un budget conséquent soit mis au niveau de l'agriculture pour qu'on en finisse avec la sécurité alimentaire, qu'on devienne souverain. Voilà. Et parce que si on a faim, mais il y a les maladies qui sont là. Et d'ailleurs, le président l'a dit. Si lui-même, il est conscient que quand on est malade, quand on part, on demande d'abord s'il a mangé. Et quand vous regardez parfois, les enfants ils tombent malades, ils vomissent, c'est l'eau. Donc il n'y a pas quelque chose. Donc la question de l'alimentation est primordiale, que l'État doit prendre en compte et donner priorité à ça. Il faut rappeler que plus de 90% des Burkinabés sont dans le domaine de l'agriculture, selon les chiffres officiels. Monsieur Seydou Ali, est-ce que vous estimez que, comme M. Ouedraogo d'ailleurs, que l'agriculture peut être l'une des solutions, ou sinon la solution majeure pour atteindre enfin la sécurité alimentaire? Oui, je vous remercie. Je pouvais dire que exact, parce que un pays développé, quand on parle d'un pays développé, il y en a plusieurs paramètres qui s'associent pour développer ce pays. L'être humain, en quelque sorte, doit bien manger avant de voir d'autres aspects. Voilà. Une fois qu'on a faim, on ne peut pas voir d'autres aspects. Et c'est pour cela que j'ai toujours glorifié, nous les transformateurs, en saluant de passage aux producteurs. Parce que c'est eux qui produisent et nous, on transforme. Mais quelqu'un qui a faim ne peut pas embrasser autre métier. Soyons sincères. Si tu as faim, tu ne peux pas faire autrement. Il faut avoir le ventre bien rempli d'abord avant de voir autre point. Mais là, il faut mettre l'accent vraiment sur l'agriculture. Sur l'agriculture. Oui. Alors, on va revoir une autre question de Warma Christine. Elle demande, je pense que c'est aux producteurs, est-ce que l'utilisation de l'engrais doit être répétitive au niveau des champs, c'est-à-dire, je pense, chaque année, est-ce qu'il faut mettre de l'engrais? Il y a besoin de mettre de l'engrais dans les champs pour que ces champs soient assez prolifiques.
Gérard? Bien sûr que non, parce que quand vous prenez l'engrais minéral, sa durée même dans la terre, c'est 3 mois. Il n'y a que l'engrais organique, la fumée organique, donc, qui prend du temps. Et l'engrais, c'est le sel. Ça veut dire que ça va booster, vous doper vos plantes, parce que le producteur, il est dans une situation d'urgence. C'est parce que ça ne va pas que nous sommes dans ce mode de production-là. Donc, on va doper les plantes. C'est comme si on a drogué les plantes. Et rapidement, on a un rendement. Il y a la question de la conservation qui est ressortie. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez l'urée, je prends les pastèques. Vous voyez les pastèques aujourd'hui, c'est gros, mais c'est fade, ça n'a pas de goût. C'est-à-dire la qualité organoleptique n'y est pas. Mais c'est l'urée. On bombarde avec l'urée, ça va prendre du volume. Alors que ce qui donne le goût, c'est la fumée organique. Donc, nous savons tous que ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est même pas conseillé de chaque fois utiliser l'engrais sur le même sol. Ce n'est même pas conseillé de cultiver le même sol chaque année. Il y a des moments où il faut les laisser se reposer en jachère et tout. N'en parlons pas de chaque fois utiliser l'engrais là-bas. Vous savez, les pesticides chimiques, les produits de synthèse que nous connaissons, il y en a de plusieurs types. Les fongites qu'on utilise sur les semences, les produits systémiques et les produits de contact. À chaque période de la croissance de la plante, il y a un produit qui convient. Mais s'il n'y a pas de contrôle, un producteur, par méconnaissance ou par crainte de perdre sa production, surtout la maraîchère-culture, peut prendre un produit systémique utilisé à la place d'un produit de contact. Les produits de contact s'utilisent quand les fruits sont à leur phase de maturation. Donc, normalement, leur phase de maturation, quand c'est presque mûr, peut-être que dans 4 jours, 1 semaine, vous allez récolter. Mais sensiblement aussi que les fruits sont beaucoup attaqués par les nuisibles. Le producteur, par crainte, peut utiliser un produit systémique qui est très fort, qui va rester en réalité. Ça veut dire que ça intègre le système même de la plante. Le produit va rester dedans. Le délai de rémanence, là, ça peut aller... C'est un terme plus facile. Le délai, ça veut dire qu'il y a un délai où le produit va disparaître dans la plante. Mais quand c'est un produit systémique, c'est plus long. Le produit de contact, si tu laves le fruit, ça quitte le fruit. Mais le produit systémique là, intègre même la plante. Donc ça veut dire que ça est même dans la sève. Et le délai de rémanence, tant que le produit va prendre pour disparaître, est plus long. Imaginez que quelqu'un prenne ce produit-là, il traite des concombres ou de la tomate. Et vous aimez les crudités. Donc vous voyez, normalement le contrôle devrait être strict. Et surtout que il y a un contrôle qui avait révélé que pratiquement 44% des produits chimiques qui sont sur nos marchés étaient des faux produits. Donc ça veut dire que le danger même est très grand, parce que le produit même que le monsieur allait acheter pour venir traiter son champ peut être de la contrefaçon. Donc au moment qu'il l'utilise, c'est dangereux, ça c'est 1. C'est de la contrefaçon, c'est très dangereux encore, ça c'est 2. Donc vous voyez, la question est très bienvenue. Je pense que même les consommateurs de façon générale, il y a une ligue des consommateurs, mais je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais même les consommateurs de façon générale devraient être éclairés sur ces questions et devraient suivre même la production. Et je répète, surtout ceux qui aiment les crudités, mais aussi la conservation des céréales, ça c'est autre chose. Voilà. Oui, justement, M. Issa Seydou de l'association des chefs cuisiniers de la ville, est-ce que vous pensez que l'utilisation de ces pesticides joue sur la qualité des produits que vous utilisez? Effectivement, ça joue beaucoup. Pourquoi? Parce que si on prenait un exemple sur la tomate, ne serait-ce que la tomate, dans les années 10 ans en arrière, si on récupère une tomate et que je la laisse dehors, même 1 semaine, elle ne coule pas l'eau. Mais aujourd'hui, dès que je l'ai payée sur le marché, le lendemain, il coule l'eau. Vous allez voir qu'une tomate ferme, j'ai dit bien ferme, qui est très bonne en crudité, comme le frangin vient de le dire, et je le perds, je le divise en 2, c'est l'eau qui coule à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'il est ferme, la tomate, elle est ferme, mais l'intérieur est pourri. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on pense? On pense aux produits qu'on a utilisés pour les traiter. Ça joue beaucoup sur la santé humaine. Sincèrement dit, ça joue beaucoup. Donc, c'est de pouvoir
revoir ces produits et sensibiliser ceux qui l'utilisent. Parce que peut-être c'est l'ignorance de connaître ces produits, ou bien, bon, ils sont pressés d'en avoir plus. Sur un hectare, si je vais quand même avoir une tonne de concombre, et je sais que si je l'utilise, j'aurai 10 tonnes de concombre, mais je vais l'utiliser. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne se soucie plus de la santé humaine, on veut de l'argent. Voilà. Oui, alors. Oui, allez-y, monsieur. Vous allez rappeler votre nom. Vous allez vous rappeler votre présentation. Marcel Ouedraogo. D'accord, allez-y. Voilà. Parce que si vous allez sur le marché, de nos jours, il y a beaucoup ont compris, ils ne paient pas à toute leur consommation. Ils regardent d'abord comment se présentent les légumes. Si vous allez au marché, vous trouvez des légumes où il n'y a même pas un trou. Il faut savoir que c'est votre tombe. Il n'y a même pas de trou. C'est-à-dire, c'est pas percé, les feuilles ne sont pas percées, il n'y a rien là. Il faut savoir que si vous payez là, c'est votre tombe. Parce que les produits qu'ils ont utilisés là, ce n'est pas des produits adaptés. Et les gens pensent que si c'est lisse, bien beau à voir, c'est ça qu'il faut utiliser pour la consommation. Il faut faire beaucoup attention. Ce que le verre n'aime pas, ton corps aussi n'aime pas. Voilà. Merci bien. Oui, allez-y rapidement. Voilà, beaucoup de maraîchers connaissent, hein, ils savent la dangerosité de ces produits-là. Ce qu'il va produire pour sa famille, sa consommation, il fait ça à part. Et ce qu'il va faire pour le marché là, ça aussi c'est à part. Voilà. Merci pour cette intervention, monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo, vous voulez prendre la parole? Oui. Assez rapidement. En tout cas, en tant qu'organisation, oui. On conseille beaucoup les producteurs. D'abord, quand on regarde même le coût de ces pesticides-là, ça coûte cher. Alors qu'il y a des alternatives. Il y a des produits bio qui sont là, qu'on conseille à ce que les gens là, utilisent ça. Et c'est moins cher. Et c'est nous-mêmes qui pouvons les fabriquer. On n'attendra pas que ça vienne de l'extérieur pour le faire. Et comment on reconnaît ces produits bio-là? Ces produits bio? Oui, comment on reconnaît par exemple, je ne sais pas, une légume bio? Les légumes bio? Oui, par exemple. Oui, les pesticides, puisqu'il y a des pesticides bio qu'on peut utiliser à travers les feuilles de Nîmes. Beaucoup de producteurs en connaissent. Mais peut-être ils veulent la facilité. Sinon, il y a des alternatives qui sont là. Et nous, on les conseille d'utiliser ça. Parce que si tu produis et après, tu vas mettre la maladie aux gens, ce n'est même pas bon. Ta conscience même doit te gronder. Donc, il y a tout ça. Il faut que les gens prennent conscience. Et que les consommateurs aussi soient des exigeants. C'est en ce moment que ce problème peut être résolu. Alors, M. Marcel Ouedraogo a dit quelque chose. Les producteurs, et vous les représentez ici, parfois, par mauvaise foi, utilisent certains produits pour la production agricole, tout en sachant que ces produits sont de mauvaise qualité, non seulement, mais qui sont dangereux pour la santé humaine. Malgré tout, ces producteurs partent vers ces solutions faciles. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous qui représentez les producteurs sur ce plateau? Moi, je pense qu'à ce niveau-là, si réellement il y a ces producteurs, on doit les sanctionner. On doit les sanctionner parce qu'on produit pour bien nourrir les gens et non pas pour les rendre malades ou les tuer. Donc, moi, je pense que tout ça, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Par exemple, celles qui partent même pour payer les légumes, il faut regarder autour. Peut-être même en regardant, vous pouvez même voir des boîtes qu'ils ont utilisées. Si vous prenez et qu'on se rend compte que c'est des produits qui ne sont pas homologués, il y a une loi pour ça. On doit sanctionner. Il y a une loi. Nafissatou, on va donc mettre fin à cette émission. Et pensée est conçue par les 3 projets de la Fondation Hirondelle au Sahel, Studio Kalangou, Studio Yafa et Studio Tamani, les invités. Oui, Martin, et pour ces échanges sur la sécurité alimentaire, nous avons reçu Gérard Sanou,
Autant pour moi, producteur agricole de la région des Hauts-Bassins. Adama Ouedraogo est responsable chargé du plaidoyer au niveau du réseau des organisations paysannes du Burkina Faso. Issa Seydou Ali, il est formateur à l'association des chefs cuisiniers de la ville de Bobo-Dioulassou qui était ici en tant que consommateur. Enfin, Ada Edwige, présidente de l'association des jeunes filles battantes, et elle représente les femmes sur ce plateau. Mariam, on va dire merci au public. Merci au public d'avoir effectué le déplacement et d'avoir contribué à ce débat à travers vos questions et différentes contributions. On va quand même s'applaudir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci également à vous, Mariam Koulibaly de Studio Tamani au Mali, d'avoir dirigé les échanges, bien sûr. Au niveau du public, merci à tous. Avec mes consoeurs, nous avons pris du plaisir, un grand plaisir à présenter cette émission. Ce débat est réalisé dans le cadre d'une série de coproduction des médias de la Fondation Hirondelle, Studio Yafa, Studio Tamani, Studio Kalangu, donc au Niger. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre thématique. Mais en attendant, on va vous demander de bien prendre soin de vous. Merci. Il y a débat.